Lorsque je suis revenu du terrain, avec les questions que le terrain avait suscitées en moi, et qui, dans un premier temps, revenaient à constater l'inadéquation des outils scientifiques et des concepts que j'avais emmenés avec moi pour tenter d'expliquer la situation que j'avais observée. Lorsque je suis revenu du terrain, donc, et que j'ai décidé de développer un programme de recherche à long terme que j'ai placé sous l'intitulé d'Anthropologie de la nature et qui, au fond, s'interrogeait sur les différentes formes de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains, qui étaient toutes auparavant regroupées sous une opposition générale entre nature et société ou nature et culture. Lorsque j'ai décidé de m'engager là-dedans, en particulier dans le cadre de mon séminaire de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, j'avais développé une hypothèse qui était fondée sur une opposition dont je me suis aperçu après qu'elle était inadéquate entre ce que j'appelais l'animisme, c'est-à-dire ce que j'avais observé en Amazonie et dont on pouvait montrer qu'il existait dans d'autres régions du monde, et que je définissais comme l'utilisation pour penser, conceptualiser le rapport aux objets naturels des catégories élémentaires de la vie sociale. Donc cette opposition entre l'animisme et le totémisme comme l'utilisation d'objets naturels ou des écarts entre les objets naturels pour penser les catégories sociales, cette opposition, ce contraste m'est apparu insuffisant du fait, comme je l'ai dit, de discussions que j'avais avec des collègues comme Tim Ingold, qui m'avait fait remarquer que la conception du totémisme, celle que j'avais au fond reprise de Claude Lévi-Strauss, n'était pas véritablement adéquate à ce que l'on savait du totémisme dans l'ethnographie d'Australie, d'une part, et avec des discussions que j'avais avec Eduardo Viveros de Castro, qui me faisait remarquer que l'opposition que j'avais faite entre l'animisme, c'est-à-dire un système dans lequel la plupart des existants sont dotés d'une intériorité, et le naturalisme, c'est-à-dire un système dans lequel on croit à l'existence de la nature comme une totalité extérieure aux humains, c'était pas symétrique, et qu'il y avait une autre symétrie peut-être plus intéressante entre l'animisme et le naturalisme, qui était le fait que tandis que l'animisme partait du principe que la plupart des existants avaient une intériorité, mais qu'à cela s'ajoutait quelque chose que j'avais observé en effet chez les Achuar, mais dont je n'avais pas tiré grand-chose, c'est-à-dire que chaque classe d'êtres a disons, des atouts physiques, matériels, hein, une façon d'agir dans le monde qui rend cette classe d'êtres adaptée, si on peut dire, à une certaine niche qui correspond pour elle à son monde particulier. Et donc, chaque classe d'êtres a une nature qui lui est propre. Et c'est ce que Viveros de Castro appelait le multinaturalisme. Alors que pour nous, pour le naturalisme, au contraire, les humains ne se différencient pas fondamentalement des non-humains du point de vue des caractéristiques qui sont étudiées par la biologie, la physique, la chimie, etc. Et que donc il y a une continuité
des humains et des non-humains du point de vue des lois de la nature, disons. Donc cette opposition-là, elle était intéressante parce qu'elle me permettait de contourner la difficulté que j'évoquais il y a un moment d'une approche, au fond, un peu trop durkheimienne de l'opposition que j'avais proposée dans un premier temps, entre, d'un côté, des catégories sociales, en somme, qui sont employées pour penser le rapport des objets naturels et qui, de ce point de vue-là, présupposent une opposition que j'avais d'une certaine façon importée de la conception lévi-straussienne du totémisme, une opposition entre nature et culture, qui est très présente évidemment dans la conception lévi-straussienne du totémisme, puisque c'est deux séries de discontinuité, une série naturelle, une série culturelle. Et donc ça me permettait d'éviter d'avoir recours, même de façon implicite, parce que je ne me l'avouais pas d'une certaine façon à moi-même, à cette opposition entre nature et culture, que par ailleurs je récusais et qui me paraissait n'avoir aucune pertinence pour la plupart des civilisations dans le monde. C'est ce qui m'a incité donc à remettre l'ouvrage sur le métier et à proposer un modèle des systèmes de continuité et de discontinuité à 4 termes, dans lequel il y a une opposition initiale, puisque c'était la plus saillante, parce qu'elle était fondée sur l'ethnographie qui m'était familière, entre, d'une part, l'animisme comme, je le répète, une généralisation des intériorités à la plupart des non-existants, et une discontinuité des éléments physiques, ce que j'ai appelé des physicalités, entre les différentes classes d'êtres qui, chacune, vit à l'intérieur d'un monde qui lui est propre, et d'autre part le naturalisme qui fait l'inverse, mais qui pour moi était tellement évident parce que j'avais été élevé dans ce monde-là que je n'en percevais pas immédiatement les caractéristiques, si ce n'est de façon contrastive par rapport à l'animisme. Donc l'animisme est le déclencheur au fond de tout cela. Et donc le naturalisme comme le fait qu'il y a une discontinuité du point de vue des intériorités, puisque seuls les humains ont un système moral, une capacité réflexive, une subjectivité, etc. Mais qu'en revanche, du point de vue physique, sont des êtres organisés comme d'autres êtres organisés qui sont soumis aux mêmes lois de la nature. Et ça, évidemment, laisser ouvert 2 possibilités. C'est une possibilité dans laquelle des êtres seraient semblables du point de vue des intériorités et des physicalités, et une autre où ils seraient tous dissemblables. Or, en retravaillant sur la question du totémisme, et je dois dire que par ailleurs, un ethnologue canadien du nom de Luc Racine avait écrit un article dans l'Homme que j'avais lu à l'époque mais qui ne m'avait pas frappé, que j'ai relu à ce moment-là, où il soulignait à quel point les matériaux ethnographiques sur le totémisme australien rendaient peu plausible, dans le cas du totémisme australien, l'hypothèse de Lévi-Strauss sur le totémisme comme un instrument classificatoire universel. Et de fait, en lisant cette littérature, que je connaissais mal, à vrai dire, sauf pour quelques grands cas, parce que j'avais lu les formes élémentaires de la vie religieuse, où le totémisme australien joue un rôle important, bien sûr, mais pour l'essentiel, je ne m'étais pas penché du tout sur cette littérature. Et j'ai découvert, en la lisant, qu'en effet, Ingold et Racine avaient raison, et que le totémisme australien n'était pas tellement un dispositif classificatoire que véritablement une ontologie singulière, c'est-à-dire une façon d'organiser le mobilier du monde qui n'avait pas d'équivalent ni dans l'animisme ni dans le naturalisme, c'est-à-dire fondé sur l'idée que des humains et des non-humains formaient des classes d'êtres qui partageaient des caractéristiques
et physique et morale, c'est-à-dire fondée sur l'intériorité et la physicalité, du fait de qualités qui avaient été transmises de génération en génération par un prototype initial, appelons-le totem, c'est-à-dire un personnage apparu au moment à l'aube du monde, disons, émergeant de la Terre, connaissant des aventures et des péripéties avec d'autres prototypes analogues, et qui, avant de disparaître dans la Terre, une fois sa mission accomplie, c'est-à-dire une fois que le monde avait été transformé par sa présence, par les empreintes qu'il avait laissées, ça peut être décrit comme un serpent, ça peut être décrit comme un humain, ça peut être décrit comme un kangourou, un émeu, enfin des tas de noms différents, et du fait des traces qu'il avait laissées dans l'environnement, avait façonné le monde, une partie du monde en tout cas, et avait laissé ce prototype dans certains sites des sortes de semences que la littérature ethnographique sur l'Australie appelle des âmes enfants, lesquelles s'incorporent dans les humains et les non-humains de la classe totémique qui a ce totem, disons, comme totem principal ou prototype principal, pour résumer les choses de façon très, très simple, disons. Donc on avait là quelque chose de tout à fait singulier, parce qu'on avait des groupes d'humains et de non-humains amalgamés à l'intérieur d'une classe, mais se différenciant par paquet d'autres groupes d'humains et de non-humains possédant des qualités physiques et morales différentes de la première, parce qu'issus d'un autre prototype. Donc c'était véritablement quelque chose d'ontologique, en ce sens que l'essence même des êtres de ces classes était caractérisée par ce processus de transmission. Et je découvrais par ailleurs, grâce à Luc Racine, qui le citait d'ailleurs dans son article, à travers la lecture d'un linguiste qui s'appelle Karl Georg von Brandenstein, que les noms de totems, qui pour une grande partie d'entre eux sont des noms d'animaux, ne désignaient pas en fait des espèces animales, mais des noms de qualité. Et ces noms de qualité servaient à désigner une espèce et à désigner aussi un groupe totémique. Autrement dit, le vieux problème de l'ethnographie européenne qui s'interrogeait sur la raison de savoir, au fond, comment des gens peuvent dire qu'ils descendent d'un kangourou ou qu'ils descendent d'une carotte sauvage, ne se posait pas, parce que ce n'était pas un kangourou, une carotte sauvage, c'était un prototype, dont la forme d'ailleurs est rarement précisée. On peut l'appeler serpent, on peut l'appeler casoar, mais ça n'est ni l'un ni l'autre, c'est une qualité qui désigne un prototype, et cette qualité en englobe d'autres. Autrement dit, c'est la question du totémisme australien qui était très mystérieuse, qui continue à l'être bien sûr, mais en tout cas sous cet aspect-là a été résolue. Il ne s'agissait pas d'une question de filiation, il ne s'agissait pas d'une question de descendance à partir d'un être singulier, il s'agissait de semences, d'individuations laissées dans des sites particuliers qui s'incorporaient génération après génération dans des humains et des non-humains, de façon à ce que, en dépit de leurs différences apparentes de forme, ils partagent des qualités morales et physiques semblables. Ça, c'était le totémisme, donc, et il restait une quatrième possibilité. Et cette quatrième possibilité, c'était que, au fond,
tout était différent dans le monde du point de vue du physique et du moral, c'est-à-dire que le monde était conçu comme un foisonnement de singularités entre lesquelles il fallait nécessairement pouvoir établir des formes de corrélation, car un monde où tout est différent, où tout est singulier, est un monde qui est impensable. Et c'est un monde qui, d'une certaine façon, est aussi invivable. Et ces corrélations, elles se faisaient sous la forme de l'analogie. L'analogie, la pensée analogique est universelle, mais dans ces formes de corrélation entre des singularités, la pensée analogique avait un rôle prépondérant. Et donc, des classifications analogiques, on en connaît des multiples. Le jour est à la nuit, comme l'homme est à la femme, comme le rouge est au noir, comme le blaireau est à l'ours, etc. Et on peut prolonger ça. Ça fait des séries transitives d'analogies qui permettent de relier des choses qui n'ont pas de rapport entre elles, qui sont des qualités du monde, qui sont des couleurs, qui sont des fonctions, qui sont des espèces, à l'intérieur de grands systèmes de corrélation, de correspondance. Et j'ai donc décidé d'appeler ça analogisme. Et le modèle que j'avais, à cause de l'importance du raisonnement analogique dans le système, et le modèle que j'avais en fait à l'esprit était fondé sur une convergence qui m'avait surprise à l'époque, parce que je relisais un chapitre de livre de Michel Foucault, Les mots et les choses, qui s'appelle La prose du monde et qui est consacré à une analyse des formes de correspondance précisément que la pensée de la Renaissance établit entre les différents éléments du monde. Et je lisais simultanément un grand livre de Marcel Granet, La pensée chinoise, qui s'intéressait exactement aux mêmes questions et qui mettait en évidence que les formes d'analogie que l'on pouvait trouver dans la pensée chinoise classique, disons, n'étaient pas foncièrement différentes de celles de la pensée de la Renaissance. Alors que tout semblait opposé, au fond, dans une tradition classique de la philosophie européenne, la pensée chinoise et la pensée occidentale, une pensée pour la pensée chinoise du processus de la mutation, de la métamorphose, de la transformation, etc. Et la pensée européenne comme une pensée des catégories, des états, des attributs, une pensée de l'être aussi. Eh bien, je découvrais qu'en réalité, sur ce plan des systèmes de correspondance, des réseaux de correspondance, il y avait des analogies précisément tout à fait troublantes. Je me suis mis donc à travailler sur cette question en convoquant aussi des matériaux sur le Mexique, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ma première expérience anthropologique était mexicaniste, et donc j'avais pas mal lu sur le monde du Mexique, notamment précolonial, enfin ce que l'archéologie et les codex permettent d'en tirer. Et j'avais une certaine familiarité avec ces textes, et qui montraient aussi quelque chose de très proche, c'est-à-dire un monde fait de singularités entre lesquelles il s'agit constamment d'établir des correspondances entre le haut et le bas, le sec et l'humide, etc., etc. Et une chose qui donc paraissait commun à tous ces systèmes, c'était devant ce foisonnement de diversité et ces nécessités d'établir des correspondances entre ces singularités, des mécanismes qu'on retrouvait assez souvent, comme la hiérarchie, par exemple. Alors, dans le monde européen et notamment médiéval, mais c'est Plotin qui a inventé cette idée, c'est la grande chaîne de l'être, c'est-à-dire l'idée que tous les éléments du monde sont organisés selon une chaîne de qualité qui va
des êtres les plus simples jusqu'à l'être le plus parfait, l'ens perfectissimum, mais qui est en réalité devenu ensuite Dieu, avec des tout petits écarts entre chaque maillon de la chaîne, évidemment, mais c'est un grand système de discontinuité qui paraît quasiment continu du fait précisément de l'enchaînement de ces petites discontinuités. Et on trouve des systèmes de hiérarchie de ce type-là dans d'autres régions du monde. On trouve aussi des systèmes qui sont fondés sur des grandes oppositions polaires. Ça avait beaucoup travaillé, il y a des débats infinis chez les mexicanistes à ce propos, sur la polarité entre le chaud, le froid, le sec et l'humide, etc. Or, ce qui m'avait frappé, et notamment du fait de la familiarité que j'avais avec les travaux de Françoise Héritier, qui était une collègue et qui ensuite est devenue une amie, et qui a beaucoup travaillé sur ces questions des substances en Afrique subsaharienne. Ce qui m'avait frappé, c'est que dans le monde amazonien, par exemple, mais aussi dans le monde australien, ces questions de polarité entre chaud et froid, sec et humide, etc., n'ont aucune importance, ne sont pas du tout mobilisées, alors qu'elles sont si importantes en Afrique, si importantes dans le monde médiéval et de l'Antiquité en Europe, si importantes au Mexique et dans les Andes, et qu'elles devaient signaler quelque chose. Et je disais tout à l'heure, ça fait couler beaucoup d'encre chez les mexicanistes, parce qu'on s'est longtemps demandé si ces polarités entre le sec et l'humide et le chaud et le froid dans le monde mésoaméricain étaient précolombiennes ou pas, c'est-à-dire si c'était une importation d'une physique des qualités sensibles, en quelque sorte, qui aurait été caractéristique de celle des conquistadors. À mon sens, et comme je crois certains des meilleurs mexicanistes le proposent, il s'agit simplement de la rencontre entre deux systèmes analogistes qui utilisent les mêmes propriétés du monde pour mettre en évidence des corrélations. Donc on avait là un quatrième système de continuité et de discontinuité entre les éléments du monde, et au fond, ces quatre formules que j'appelais des modes d'identification avaient ceci de particulier, qu'elles étaient fondées sur deux opérations contrastives simples, la présence ou l'absence, et l'intériorité, ou la continuité et la discontinuité, si on veut, et puis l'intériorité et la physicalité. Et ça m'a paru être suffisamment simple et robuste comme dispositif pour asseoir, en somme, un modèle général des qualités des choses, de la façon dont les humains perçoivent des qualités dans les choses. Et ce modèle avait aussi ceci, à mon sens, d'intéressant, qu'il permettait d'engendrer des manières de faire du social, par exemple, ou de concevoir le temps, de concevoir la durée, de concevoir l'espace, à partir d'une sorte de schème original. C'est-à-dire de ne pas considérer qu'une société, une forme d'organisation sociale, un système de parenté, une représentation du monde, comme on le dit, étaient des conséquences d'un système technique ou d'une forme d'exploitation de la nature ou d'adaptation à certains types d'environnement, mais était quelque chose de beaucoup plus élémentaire, un schème général dont d'autres aspects de la vie collective étaient dérivés. Et ce qui m'a conforté dans cette perspective, c'était, là encore, un article que j'avais lu avant de partir sur le terrain, mais auquel je n'avais pas attaché d'importance, et que j'ai relu ensuite, qui était un article de ce génie touche-à-tout qu'était Georges-André Audricourt. Et dans cet article, qui s'appelle
domestication des plantes domestication des plantes et traitement d'autrui. Enfin, non, c'est plus compliqué. Peu importe le titre exact, mais enfin, c'est un article très classique. Eh bien, Audricourt faisait l'hypothèse que j'ai trouvé en relisant l'article absolument génial, qu'il y a des schèmes d'action sur la matière, y compris sur les humains, qui sont fondés sur des oppositions bien contrastées entre ce qu'il appelle l'action directe positive et l'action indirecte négative. L'action directe positive consiste à exercer une action de façon à obtenir un résultat sur la matière, et il donne comme exemple l'agriculture céréalière, qui est une opération brutale, puisqu'elle vise à couper collectivement des graminées pour ensuite les battre en faisant passer un troupeau, par exemple, pour dépiquer les grains, et ensuite les moudre avec des meules, etc. Donc un traitement agressif en quelque sorte et collectif, du même ordre que celui du pastoralisme autour de la Méditerranée, dans lequel c'est le berger qui conduit le troupeau, etc., et qui avait une analogie entre ces actions sur les plantes et les animaux, et sur la conception du pouvoir politique, dans lequel le souverain est considéré comme un bon pasteur. On trouve ça aussi bien chez Aristote que dans la Bible. Donc quelque chose de très particulier qui s'opposait complètement à ce qu'il avait pu observer en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire l'action indirecte négative, c'est que par exemple pour un igname, on ne va pas travailler sur l'igname en tant que tel, on va travailler sur le milieu qu'il accueille, c'est-à-dire sur l'environnement. On va aménager en somme la terre dans laquelle on va le planter, construire un berceau de bambou pour accueillir la végétation, etc. Même chose pour l'élevage du buffle. En Indochine, c'est les petits gardiens de troupeaux, ils sont hauts comme 3 pommes, et en fait c'est les buffles qui les défendent contre le tigre, etc., etc. Et ce qui était génial dans cet article, c'est que Audricourt ne disait pas « c'est le système technique qui engendre le système social », un peu comme Marx, le moulin à vapeur donne le capitalisme, le moulin à bras, la société féodale, mais ni l'inverse, ce n'est pas le système social qui détermine le système de traitement des plantes, comme une projection, ou des animaux, c'est un schème unique qui gouverne le traitement des deux. Et ça, c'était la révélation, c'est ça que j'ai voulu exprimer dans ces modes d'identification.